Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast comme tous les vendredis matins avec la même joie et le même plaisir. Cette semaine, j'ai envie de vous parler, alors il y a différents sujets qui se mélangent, donc je ne sais pas encore quel sera le titre de ce podcast, mais en tout cas, comme d'habitude, les séances qui se sont enchaînées cette semaine ont eu une espèce de fil rouge avec à la fois un enjeu autour de qu'est-ce que c'est que d'apprendre ou de réapprendre et quelle énergie ça demande, et aussi de prendre conscience de l'énergie que demande le fait de s'adapter. Et qu'en fait, quand les choses arrivent suffisamment progressivement, en fait, il est très difficile de s'en rendre compte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Une super image, parce que j'aime toujours les images, les comparaisons et les exemples un peu concrets qui viennent donner du corps à des idées ou à des concepts, de la matière en tout cas, c'est mon côté taureau ça, dans le cercle de parole qu'il y a eu ce mois-ci. C'est une discussion qu'on a eue où on m'a fait remarquer que ma manière de parler d'astrologie, de transmettre l'astrologie, était bien particulière. Et souvent, on me dit que ma manière de parler d'astrologie est simple et accessible, ou en tout cas, les gens ont la sensation de s'immerger. Et je me suis demandé qu'est-ce qui finalement faisait cet effet-là. Et en y pensant, moi qui ai tant de mal à conscientiser et à me connecter à mon identité, à mon soleil qui est taureau, et je crois que c'est ma manière très taureau finalement de venir transmettre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, le côté, le taureau est un signe extrêmement incarné, extrêmement relié au corps, à la matière, c'est un signe qui est concret en fait finalement. Et je me rends compte que concret, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Quand je fais de l'accompagnement thérapeutique, je ne cesse de dire que mes cercles de parole, les différents conseils que je peux donner, les accords Toltec, mes 5 grandes clés, l'astrologie, etc. Tous ces trucs-là, c'est des grands concepts, c'est des grandes phrases, c'est des grandes philosophies qui vont dans un premier temps mentalement apporter des clés de compréhension. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour s'intégrer. Pour s'intégrer, il faut que ça s'incarne, que ça descende dans le corps. Que l'information ait le temps d'infuser autrement que mentalement. Parce que entre comprendre une idée et se dire, tiens, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça donne dans une situation concrète du quotidien. Et c'est quelque chose que je dis tout le temps. Moi, j'ai vraiment à cœur, quand je vous accompagne, que ce soit en individuel ou en collectif, j'ai réellement à cœur de vous donner de la matière, pour que concrètement il y ait des choses qui changent dans votre vie et que vous sachiez quoi faire de toutes ces choses dont on discute, qui sont au départ que conceptuelles et mentales. Et bien c'est pour ça, je crois que de la même manière que je rends vivant et corporel l'astrologie, parce que j'incarne réellement les énergies. Quand j'en parle, en fait quand je parle, alors là c'est sûr qu'on est dans un podcast, on n'a pas l'image, mais c'est extrêmement visuel finalement quand je parle, parce que je fais beaucoup de gestes, parce que je parle beaucoup avec mes mains, avec mon corps, avec mes mimiques, avec des grimaces, avec des attitudes, et bien plus que ce que je me rends compte. En fait, je communique énormément avec mon corps. Je suis pas la seule, en fait on communique énormément avec notre corps. Mais c'est comme si je donnais vie, je donnais corps aux choses immatérielles dont je parle. Typiquement, l'astrologie, quand je parle du taureau, je vais avoir plutôt cette voix-là, la voix que j'ai quand je fais mon podcast. Je crois que de toute façon, la voix, c'est relié à l'énergie du taureau. Donc je pense que je suis extrêmement connectée à mon taureau quand je fais le podcast. Et ce débit plus lent, plus doux, plus calme, plus posé, que j'ai quand je fais mon podcast. Et je pense en lien avec le fait que c'est extrêmement relié à mon taureau. D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien ont du mal à me reconnaître quand ils écoutent des méditations ou mes podcasts en disant « mais
putain, je te reconnais pas. Je reconnais pas ta voix. Et au-delà de reconnaître ma voix, je pense que c'est ma manière de parler. Alors, je fais pas exprès, hein. Mais quand je vais parler d'une autre énergie, alors je vais même avoir du mal à vous expliquer parce qu'en fait c'est tellement visuel, mais le taureau, je vais être avec mes mains en train de faire des formes un peu de rondeur, de douceur, de calme. Quand je vais parler du bélier, en général, je vais taper comme ça le poing dans la main et je vais dire bon bah là on est plus déterminé, là il y a quelque chose de plus franc, de plus cassant, de plus net, il y a quelque chose de bien plus puissant. Là voilà c'est comme ça et pas autrement. Et là déjà j'ai pas le même ton, là c'est beaucoup plus bélier et dans mon attitude je suis penchée en avant, j'ai plutôt les poings serrés. Il y a quelque chose de conquérant dans cette énergie du bélier. Alors pas que, hein, ça reste un peu caricatural. Quand je vais parler du Sagittaire, je vais avoir tendance, et là je suis en train de le faire, c'est plus fort que moi, je me tiens le dos extrêmement droit, dans une posture je me sens assez élégante et dans une attitude avec beaucoup plus de bienséance que ce à quoi j'ai l'habitude que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'il y a cette énergie un peu de... alors pas que, hein, mais il y a un côté... image sociale, voilà, qui se tient correctement. Hein. Il y a cette idée d'être socialement correct, un peu avec le Sagittaire. Et bref, ça, c'est des petits exemples pour montrer qu'en fait, je vais donner vie avec mon corps, avec ma voix, avec des exemples qui, du coup, sont concrets pour qu'en fait, il y ait une manière d'appréhender des concepts plus conceptuels, hein, je cherchais un mot, mais conceptuels, en quelque chose de plus concret. Et donc... après cette digression de 5 minutes, sur ma manière de donner du corps aux informations, je reviens à mon histoire d'image pour illustrer le fait que s'adapter, dans un sens ou dans l'autre, c'est des choses qui se font tranquillement et on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait que dans un sens, on peut se retrouver plongé dans une situation, immergé dans une situation parfaitement intenable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la situation se sera dégradée petit à petit, hyper progressivement. Et comme ce sera progressif, il y aura vraiment cette idée que ça va pas être si simple de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Tout comme quand on est en train de faire un chemin et qu'on change les petits riens du quotidien qui font un peu effet domino, effet papillon, comme cette image-là de faire qu'un battement tel de papillon va avoir des répercussions qu'on peut pas imaginer. Bah, c'est un peu ça, les petits riens du quotidien. C'est cet effet papillon. Et que finalement, on va pas se rendre compte d'un seul coup que tout a changé. C'est petit à petit, on va se dire « Waouh, mais j'ai parcouru un chemin de dingue en fait !» Et donc l'image que je voulais utiliser pour expliquer ce concept-là, c'était l'image de la grenouille dans une casserole. Quand une grenouille est plongée dans une casserole d'eau froide et qu'on allume le feu tout doucement sous la casserole et que progressivement, on augmente la puissance du feu et que tout doucement, la température de l'eau augmente. Et au fur et à mesure que la température de l'eau augmente, qu'est-ce qui se passe pour la grenouille sans même qu'elle s'en rende compte ? C'est que son corps va se mettre à s'adapter et que une partie de son énergie vitale, pas forcément consciente, va être utilisée à faire en sorte que son organisme tout entier s'adapte à cette température qui monte progressivement. Donc dans un premier temps, c'est froid, peut-être même trop froid, peut-être que c'est pas très agréable, et puis tout d'un coup, l'eau se réchauffe, et puis c'est juste froid, puis à peine tiède, puis chaud, très chaud, puis bouillant, et vraiment jusqu'au point d'ébullition, ou sans même aller jusqu'au point d'ébullition, rester extrêmement longtemps dans une eau suffisamment chaude, ça s'appelle de la cuisson, hein, tout simplement. Donc, quand on a cette capacité-là à s'adapter sans même s'en rendre compte, ce qu'on sous-estime grandement, c'est l'énergie que ça demande, l'énergie que ça déploie et la fatigue en fait abyssale que ça installe de manière chronique, où petit à petit, en fait, comme l'eau est de plus en plus chaude et que pour que le corps s'adapte, il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'énergie pour s'adapter encore plus, et bien au fur et à mesure, la quantité d'énergie disponible pour tout le reste diminue. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la grenouille va se rendre compte qu'elle n'arrive plus à rien, qu'elle n'a plus d'énergie pour rien. Pourquoi ? Parce que son énergie, elle est passée en mode survie.
tout son corps est passé en mode survie, j'essaye de survivre, et là, j'y arrive même plus. Et quand la grenouille va se rendre compte qu'en fait, elle est dans une eau qu'elle n'a pas vue chauffer, qu'elle ne s'est pas rendu compte que ça chauffait, eh ben, il est bien possible qu'elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle n'a même pas assez d'énergie pour sortir de sa casserole, en fait, et de se sauver les miches, j'ai envie de te dire. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si une grenouille est jetée dans la casserole où il y a déjà cette grenouille-là qui barbote dans son eau beaucoup trop chaude et qui s'en rend même plus compte. Là, on va mettre une grenouille qui arrive d'ailleurs, on la jette dans la casserole. Bah elle va, j'entends le pchit, genre ça va la brûler. Elle va ressortir de là instantanément et elle va dire à l'autre grenouille, mais comment tu fais ? Moi, c'est insupportable, c'est brûlant, parce que le choc a été trop radical. Et finalement, parfois c'est aussi ça qui va aider la grenouille qui barbote dans son eau trop chaude et qui est en train de dépérir à petit feu, de mourir à petit feu. C'est peut-être aussi l'arrivée d'une grenouille qui, elle, va dire « Waouh, mais c'est beaucoup trop chaud cette histoire-là, qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Comment tu fais ?» Que d'un seul coup, elle va réaliser qu'en fait, il n'y a rien qui va. Et en fait, ce moment où on réalise que finalement, il n'y a rien qui va, où on est conscient d'un seul coup qu'on est en train de faire des efforts hallucinants pour s'adapter à une situation qui est arrivée à un stade d'inacceptable, en fait. Et que ça, en fait, ça fatigue énormément. Mais c'est pas toujours conscient. Et le moment où ça devient conscient, en fait, c'est extrêmement douloureux. Parce que quand la grenouille va se rendre compte qu'en fait, elle est en souffrance, que son corps est en souffrance, qu'il n'y a plus rien qui va, là, elle le sait et elle en a conscience. Et c'est comme si, d'un seul coup, la douleur disait « Ah putain, ça y est, tu m'entends ? Non, parce que là, j'en peux plus. » Et c'est comme si, d'un seul coup, on se connectait à ce quelque chose qui est insupportable. Donc là, soit il va falloir appeler à l'aide, demander à ce qu'on nous sorte de là, et d'accepter d'avoir besoin de soins, de temps, pour que le corps se remette et pour que petit à petit, on puisse avoir l'énergie d'envisager autre chose. Ou alors, parfois, il va y avoir l'idée de couper le feu sous la casserole et d'accepter que le temps que l'eau refroidisse, de s'autoriser à souffler, à attendre que la température redescende, d'attendre que le corps puisse reprendre de la vitalité sans être en train de surcompenser quelque chose d'inacceptable et d'attendre que petit à petit la température soit juste bonne ou que l'énergie soit redevenue suffisamment puissante pour nous permettre de sortir de là. Donc c'est tout ça pour comprendre l'idée que les choses, quand elles sont progressives, s'installent. Et là, c'est dans le côté négatif, on va dire. Mais dans le côté positif, ça fonctionne de la même manière. De la même manière, quand on apprend quelque chose, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de s'adapter, ça demande... c'est souvent beaucoup plus conscient, parce qu'on va faire l'effort de vouloir faire autrement, et donc ça va demander un effort conscient. Et en fait, à un moment donné, on va même plus se rendre compte que les efforts qu'on était obligé de faire au début, en fait, petit à petit, on s'est mis à plus avoir besoin de les faire. Mais ce moment un peu magique où on imagine qu'on aura un déclic qui va changer absolument fondamentalement l'intégralité de notre vie, pour moi, ce moment-là n'existe pas. C'est une espèce de chimère, c'est une croyance qu'il y aurait un moment fatidique de quand on aura suffisamment compris, expérimenté, eu trop de souffrances qu'on supporte plus, etc., qu'il y a un déclic sur lequel on reviendra jamais. Moi, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est ma manière de voir, hein, ça n'engage que moi. Et c'est là où je faisais un parallèle avec cette manière d'apprendre. Le schéma classique d'apprentissage, c'est, dans un premier temps, je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, c'est je sais que je ne sais pas. Ensuite, je sais que je sais. Et enfin, je ne sais plus que je sais. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour expliquer ça, c'est la conduite. Un petit enfant, ne sait même pas qu'il ne sait pas conduire. Il n'a même pas cette notion, il n'a même pas idée qu'il faut un certain nombre de capacités pour conduire une voiture. Il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Puis quand il grandit un petit peu, il va commencer à demander, mais comment ça marche la voiture ? Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds, avec tes mains, avec le volant ? Comment ça marche ? Et là, d'un seul coup, il va se rendre compte, il va savoir qu'il ne sait pas.
et il va se dire waouh, ok, donc je sais pas conduire, il va falloir que j'apprenne. Ensuite, il y a toute la phase d'apprentissage où là, il y a un flot d'informations tellement énorme parce qu'il faut apprendre le code de la route, il faut apprendre comment fonctionne une voiture. Parfois, on te demande d'avoir un minimum aussi de connaissances. Alors, on ne te demande pas d'être mécano, mais d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du moteur. Comment on fait les niveaux, de savoir remettre du lave-glace, de savoir changer une ampoule, de savoir peut-être rabattre les sièges, changer les réglages. Ensuite, d'une voiture à l'autre, les clignotants, la marche arrière, c'est pas tout le temps pareil. Et puis ensuite, il faut apprendre à gérer avec les pédales l'embrayage, l'accélération, d'avoir les mains à 10h10, de regarder dans son rétroviseur, au milieu, à l'extérieur, de penser à regarder tout autour de soi et faire attention aux autres voitures et aux piétons et aux panneaux et aux machins. Et il y a un espèce de « oh putain, j'y arriverai jamais ». J'ai trop de trucs à penser en même temps en fait. Et le code de la route et mes mains et mes pieds et ma voiture et les autres voitures et machin. Il y a un espèce de il y a quelque chose qui submerge clairement. Donc, il y a cette impression qu'on s'en sortira jamais, que ça fait beaucoup trop d'informations à traiter. Et finalement, on n'est pas là pour être mécanicien, on n'est pas là pour être un pilote chevronné qui aura des réflexes comme un pilote de Formule 1 ou de rallye ou de je sais pas quoi. On est là pour aller d'un point à un point B en étant au maximum en sécurité et en mettant pas non plus les autres en danger. Voilà. Au final, quand on nous donne le permis de conduire, on ne sait pas conduire. On a acquis suffisamment de savoir, a priori, et un petit peu d'expérience pour juste connaître les gestes pour faire fonctionner sa voiture, pour être un minimum en sécurité. Et en fait, finalement, c'est en faisant que, on va apprendre, réellement apprendre. Et que dans un premier temps, il va y avoir beaucoup de réflexion, ce sera absolument pas naturel, ça va être une énorme source de stress. Ça peut même fatiguer, genre je sais pas si t'as pu vivre ça comme ça, mais peut-être que les premières fois que t'as conduit ne serait-ce que 30 minutes, t'étais HS, parce que ça t'a demandé tellement de concentration, tellement d'énergie, tellement de réfléchir à plein de choses, et pour autant, petit à petit, tes gestes se sont fluidifiés, les réflexes se sont installés petit à petit, et puis même les connaissances du code, etc., ont fini par s'évaporer. Et là, si on devait tous les conducteurs qui m'écoutent repasser notre code, je pense que ce serait pas glorieux. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à conduire. Et puis un jour, un enfant va se retrouver à côté de nous et va nous poser la fameuse question qu'on avait posée nous-mêmes précédemment. Comment tu conduis ta voiture ? Comment ça marche ? Et là, en fait, il y a un instant pour se rendre compte de « Ah mais, alors attends, du coup, faut embrayer. Alors attends, c'est pied gauche ou pied droit ? Ah oui, donc c'est à gauche. Et on essaye de se refaire les gestes. Tiens, comment je fais avec mes pieds quand je suis en train de conduire ? Parce que c'est devenu tellement automatique qu'il n'y a même plus ni la conscience de le faire, ni la réflexion. Ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul à un point tel qu'on peut faire 50 000 trucs. On peut être en train d'écouter la radio, de chanter à bloc, de fumer une clope. Bon, pas forcément la meilleure chose à faire en conduisant, mais voilà, de chanter à tue-tête, d'être en train de jouer avec son point de patinage en pleine côte, sans qu'il y ait le moindre stress, et que ça ne demande pas d'effort particulier. Mais il n'y a pas un jour où tu es monté dans ta voiture et où d'un seul coup, tout était fluide, tu pouvais écouter la radio, chanter, discuter si tu étais un passager sans que ce soit compliqué. Et dès que ça te demande de la concentration, il faut se taire, genre un créneau, si t'en fais pas souvent et que du coup t'as pas trop l'habitude machin, c'est allez, on coupe la radio, taisez-vous, j'ai besoin de me concentrer parce que d'un seul coup, il y a beaucoup de parties de notre corps, de nos énergies, de nos émotions qui vont être focalisées à un endroit, ce qui ne laisse plus d'espace pour discuter, écouter, etc. Et donc en fait, à travers ces deux exemples de la grenouille qui voit son environnement se détériorer sans réagir de manière consciente et visible, par contre son corps lui n'arrête pas en fait de s'adapter. Et en fait ça use, ça épuise, mais tout ça c'est pas conscient. Et en général quand on vient voir un thérapeute, on en est au stade de je crois que ma casserole, là il n'y a plus rien qui va. Et juste de dire, là, en fait, apparemment, vous êtes dans une casserole, la température vous convient pas du tout, il va falloir sortir de là. Mais pour pouvoir sortir, il va falloir réaliser que le problème est vraiment dans le fait de s'être suradapté. Et que, sinon, la prochaine casserole, ça va refaire pareil s'il n'y a pas cette conscience. Donc, il va falloir apprendre à tous ces différents mécanismes de l'inconscient, de réflexes, de protection, toutes ces choses en fait qui sont automatiques, dont on ne se rend même plus compte et qu'il faut désapprendre pour réapprendre autrement. Avec tout ce cheminement
qui va être similaire à celui de « je suis en train d'apprendre à conduire et franchement, c'est pas simple, quoi ». Donc, il y a cette idée-là de pas se décourager, ou en tout cas de savoir que quand on commence à faire un travail thérapeutique, comme n'importe quel autre travail, j'ai envie de dire, qui va demander un effort de la concentration et de l'apprentissage et de la remise en question ou de l'ouverture, et ben c'est un chemin qui est pas simple en fait. C'est un chemin qui est pas très très simple et qui peut donner un peu ce côté un peu ingrat de dire mais enfin, il n'y a rien qui change, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire pour que voilà, tout soit résolu. Cette espèce de moment miracle ou de façon de faire miracle pour que tout change d'un seul coup, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'aime tant cette idée, ce principe des petits riens du quotidien, parce que exactement au même titre que cette grenouille qui se voit pas en fait dans son milieu, qui se détériore, et bien quand on est en train d'améliorer son contexte, on va pas le voir non plus. On va pas le voir non plus, mais du coup les efforts les uns après les autres vont s'intégrer, vont permettre de faire l'effort suivant, qui va lui-même s'intégrer, puis de faire l'effort suivant, etc., 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 ou le pas suivant. Et en fait, petit pas après petit pas, on se rend compte qu'on est arrivé tout en haut de la montagne, mais on va s'en rendre compte que on va pas s'être rendu compte, c'est pas d'un seul coup, un matin on a fait « Ah bah tiens, ça y est, j'ai trouvé le pas qui va faire que je vais arriver là-haut ». Bah non. Par contre, un jour, à force de t'être focalisé sur chaque pas, l'un après l'autre, et d'avoir pris soin de ton corps, de t'être reposé, d'avoir soigné peut-être les ampoules que tu t'es fait au pied, d'avoir soigné peut-être tes courbatures, d'avoir bu plus d'eau que d'habitude parce que tu en avais besoin dans cet effort-là, etc., etc. Là, je donne des idées avec quelque chose de corporel, mais c'est exactement pareil avec l'énergétique ou avec l'émotionnel. De prendre soin de soi en étant un peu plus focus, en acceptant d'être là où on en est, et assumer, accepter, j'ai pas arrêté de dire ça cette semaine aussi, ça veut pas dire être fier et se dire c'est comme ça, pas autrement, et j'y peux rien, ou je ne veux rien y faire, ou je ne pourrais rien y faire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de se dire ok, j'en suis là, c'est pas forcément ce que je veux, j'en suis pas fière, c'est pas une fierté, c'est pas une gloire, c'est pas un point d'arrivée, mais juste ok, j'en suis là. Bon avec ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le prochain pas ? Et petit à petit, les choses s'installent et un jour, tu lèves la tête et tu te dis « Putain, je suis arrivée presque en haut de la montagne, j'ai même pas vu le chemin passer. » Et c'est parce que justement, tu n'étais pas focalisé sur toute la route qui restait à faire que pas après pas, tu as pu continuer ce chemin. J'espère que ces deux images t'auront aidé à mieux comprendre pourquoi parfois on se laisse embarquer dans une situation qui devient inacceptable. C'est parce qu'en fait, à l'origine, elle ne l'était pas forcément. Et qu'il y a plein de choses dans la vie qui ont fait que ce truc qu'on tire trop sur la corde. Être trop fatigué une journée, ça va. Mais continuer à être fatigué, pas se reposer, continuer à faire les choses au même rythme et creuser la fatigue, à un moment donné, ça va faire un blackout, quoi. Parce qu'il n'y aura pas eu le corps se sera trop adapté à donner de l'énergie malgré le manque de sommeil, et on peut compenser le manque de sommeil sur une courte durée, pas sur une longue. Mais comme les premiers temps ça fait rien parce qu'on arrive à compenser, on se dit c'est cool, je peux continuer. Et puis arrive le moment où finalement on se rend compte qu'on peut pas continuer comme ça. Donc j'espère que ces deux images de la casserole et de j'apprends à conduire, la grenouille dans sa casserole et l'apprentissage de la conduite t'auront aidé à voir un peu les mécanismes qui peuvent se présenter à toi quand tu es, en tout cas pour mon domaine, dans le développement personnel, mais c'est aussi transposable à plein d'autres sujets dans ta vie. Je te remercie de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.